Bonjour, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, c'est Guy Van Engel. Bonjour. Bonjour, Ruinach. Bonjour, vous êtes le ministre Open VLD des Finances et du Budget dans le gouvernement bruxellois. Oui. C'est un peu vous qui tenez les cordons de la bourse. Oui. Les discussions budgétaires démarrent quand au sein du gouvernement bruxellois? Elles ont démarré. Elles ont démarré. Elles ont démarré. D'ailleurs, elles ont été longuement préparées lors de la négociation gouvernementale. En juillet, quand nous nous sommes mis ensemble pour former le gouvernement actuel, nous avons déjà longuement débattu des grands défis budgétaires. Nous avons l'avantage que nous avons hérité d'une bonne situation budgétaire, donc nos budgets des dernières années étaient en équilibre. Et les prochains seront aussi en équilibre? Et plus important encore, nos comptes sont en équilibre. Et donc les prochains seront en équilibre aussi? Et les prochains resteront en équilibre. C'est le défi auquel nous nous attelons. Est-ce qu'on va, pour arriver à l'équilibre, taxer davantage les Bruxellois? Non, pas du tout. Même on fera mieux. On va essayer de diminuer l'imposition pour les Bruxellois. Et cela dans une réforme fiscale que nous mettons sur pied et qui devrait entrer en vigueur en 2017. Les premiers pas ont été pris dans les premières réunions du gouvernement maintenant. Ce que nous allons faire, c'est supprimer le pourcentage agglo. Ceux qui reçoivent leur fiche d'imposition sur l'impôt des personnes physiques le verront, il y a 1% là qu'on paye à l'agglo. Ça, fini, terminé. La taxe régionale de 89 €, on ne la payera plus en principe à partir de 2017. Donc tous ceux qui ont reçu maintenant leur enrôlement en 2014, 15, 16, ils devront encore payer. Mais donc à partir de 2017, en principe, on supprime. Et nous allons augmenter légèrement le précompte immobilier pour tous ceux qui ont donc de l'immobilier en région bruxelloise. C'est une taxe pour les propriétaires? Vous allez taxer davantage les propriétaires à Bruxelles? Légèrement. Au plus, ce sera une augmentation de 7, 8, 9%. Mais cela nous permet d'avoir une base imposable beaucoup plus large, à faire participer au financement de la région tous ceux qui ont du bien immobilier et qui souvent n'habitent pas la région bruxelloise. Est-ce qu'on va taxer aussi les navetteurs? C'est ça que vous voulez dire? Ben non, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts sur les personnes physiques en région bruxelloise, mais qui ont un bien chez nous et qui profitent naturellement des investissements que la région et que les contribuables bruxellois font en région bruxelloise. Et donc, en faisant participer plus de monde, il y a moyen pour ceux qui habitent la région bruxelloise, pour les Bruxellois, pour vous et moi, de diminuer l'imposition. Alors, dans votre budget, est-ce que vous allez tenir compte des astreintes que vous allez pouvoir réclamer au fédéral dans le dossier du survol de Bruxelles à partir du 1er novembre? Oui, mais tout à fait. Elles sont inscrites dans le budget, les astreintes? Elles ne sont pas, non, des astreintes de ce type-là, on ne les inscrit pas parce que, bon, en principe, nous espérons que ces astreintes ne doivent pas être payées. Hein. On sait qu'il y a très peu de chances ça, c'est autre chose. Que les routes soient modifiées avant le 1er novembre. Oui, mais donc on ne peut pas considérer ça comme des recettes normales, mais des astreintes qui doivent être payées, et donc il y a d'ailleurs quelque chose qui me frappe parfois. Beaucoup de fois, j'entends dire qu'au niveau de tout ce qui est nuisance de bruit des avions, on ne percevrait pas les amendes qui sont imposées. Ce n'est pas le cas. Vous les percevez? Mais tout à fait. Il n'en reste aucune à percevoir? Non, il en reste encore beaucoup à percevoir parce que les sociétés aériennes s'amusent à tirer les procédures judiciaires jusqu'à l'interminable. Il y en a encore combien à percevoir pour l'instant? Plusieurs millions que nous devons encore percevoir, mais nous avons déjà perçu beaucoup de millions aussi. Et qu'est-ce que vous avez comme levier pour obliger les compagnies aériennes à les payer, ces amendes? On va étape par étape. Hein, donc maintenant, nous sommes dans un bon nombre de dossiers devant le juge de saisie. Et donc, si les sociétés ne payent pas, à un certain moment, il y aura des saisies sur leurs biens en Belgique. Mais cette étape-là, maintenant, est de nouveau contestée. Et donc, on verra où ça nous mène. Mais donc, nous suivons la procédure jusqu'en bout de course pour faire payer ces sociétés. Et concernant les astreintes que vous pourrez réclamer au fédéral le 1er novembre, Vincent De Wolf, MR, demande un délai. Vous allez le suivre, ce délai? Non, il y a une prise de position de la justice, donc elle doit être exécutée. Hein, nous sommes tous des légalistes. Hein. Alors, on va gérer aussi les allocations familiales bientôt à Bruxelles. Ce sera au sein de la COCOM, la Commission communautaire commune, qui rassemble néerlandophones et francophones. Pour l'instant, ce n'est pas une grande institution, mais elle va devoir grandir assez rapidement. Est-ce qu'on est prêt pour ça?
On est en train de se préparer. On devra être totalement prêt pour 2018. Entre-temps, nous avons des accords avec le fédéral et avec toutes les institutions concernées que le tout reste fonctionner tel que ça fonctionne maintenant. Donc les citoyens ne doivent pas se faire de soucis. Mais le plus important pour nous, en tant que gestionnaires bruxellois, c'est d'avoir un système qui nous permette d'avoir un système égal pour tous les enfants bruxellois. Et on va devoir créer un nouvel organisme pour ça ? Oui, on va devoir créer un organisme au niveau de la commission communautaire commune. Tout ça est en préparation. Il a déjà un nom, cet organisme ? Non, pas encore. Oui, il y a des noms de travail. Hein. L'organisme. Ah oui, d'accord. L'OIP, organisme d'intérêt public. Mais non, on définira un nom en cours de route. Alors Bruxelles, on le sait, maintenant c'est fait, va accueillir des matchs de l'Euro 2020 de football. Est-ce que c'était le dernier rempart? Est-ce qu'il n'y a plus de barrières pour la construction du futur stade national? Il y en a encore. Il y en a encore, naturellement. Il faudra continuer toute la procédure maintenant d'obtention d'un permis de bâtir et ainsi de suite. Le plus important, c'est que nous savons maintenant que nous sommes partis. Donc le train est en route. Et nous savons où nous allons construire le stade. Nous avons 3 grosses sociétés, enfin des consortiums au fond de sociétés qui se sont présentées, qui ont envie de le construire, qui ont fait de très beaux projets. Fin de l'année, la ville de Bruxelles devra déterminer quel des 3 projets sera retenu. Puis il faudra faire les demandes de permis de bâtir, ça devra se faire en Flandre. Et la Flandre risque de vous mettre des bâtons dans les roues? Non, je ne crois pas. Vous ne pensez pas? Non, je ne crois pas. Tous les contacts que nous avons eus jusqu'à présent avec les collègues du gouvernement flamand en la matière, les précédents et les actuels, nous permettent de dire qu'avec un peu de bonne volonté de tout un chacun, nous devrions réussir ce défi qui est énorme. Alors ce stade, d'avoir ce stade en 2019. Il va coûter combien d'argent public ce stade? On sait que la construction, vous l'avez dit, sera de l'argent privé, mais tout ce qu'il y a autour, les aménagements de mobilité, de sécurité, est-ce qu'on a déjà pu chiffrer ça? Oui, donc nous savons que le stade en tant que tel est considéré comme un investissement d'à peu près 300 millions d'euros, qui devront être déboursés par le privé. Toutes les autorités du pays ont dit qu'un stade pareil doit pouvoir fonctionner d'une façon où le privé investit et se fait une certaine rentabilité sur l'exploitation de l'infrastructure. Ce qui est le grand avantage du parking C, c'est que aux alentours, nous avons déjà beaucoup d'infrastructures publiques existantes et qui doivent légèrement être aménagées, mais ce n'est pas tout du neuf qu'on doit construire. Est-ce qu'on va par exemple tirer la ligne de métro jusque-là? Je ne crois pas que c'est nécessaire. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir, dans tous les stades du monde maintenant, les 9 qui sont construits ont créé ce qu'on appelle une période de cool-down. Les gens qui quittent un stade, avant de rentrer dans les transports en public, doivent marcher 5 à 10 minutes pour s'apaiser, pour devenir calme. Ça, c'est de la psychologie de masse qui a été... Mais donc, ils devront passer sous le ring, alors, les supporters qui quittent le stade. Au-dessus. On fera une passerelle. Et il y a une passerelle. Il y a déjà une grosse passerelle qui existe. On peut l'aménager, on peut l'agrandir, mais la passerelle existe déjà. Le ring existe. Le métro est là. Les transports en public sont proches. Il y a la capacité de parking sur le site et aux alentours. Il y a toute la complémentarité qu'on peut organiser entre le Palais 12, le Palais des Expositions et la nouvelle infrastructure du stade. Pour les matchs de foot, nous savons que le but doit être, parce que sinon ce ne sera pas rentable, qu'une grande équipe de première division bruxelloise Anderlecht participe à l'affaire. Vous confirmez, ce sera Anderlecht? Oui, il n'y en a qu'une. Donc, si on veut construire ce stade, ça devra se faire avec l'Anderlecht. L'Anderlecht joue déjà maintenant. Le ring existe. La plupart des supporters d'Anderlecht passent déjà sur le ring quand ils vont au match. Donc ça ne changera pas grand-chose. Non, ce sera meilleur. Parce qu'en réaménageant légèrement les accès au parking C, nous allons avoir une meilleure fluidité du trafic sur le ring. Vous parlez d'un parking au cours du stade. Qui va gérer ce parking? Et s'il est bénéficiaire, qui va prendre l'argent? Selon toutes les hypothèses que nous étudions maintenant, la gestion du parking est quelque chose qui doit se faire de commun accord avec le Palais des Expositions, la ville de Bruxelles, les autres partenaires du site. Le stade aura besoin de ce parking lors des événements au sein du stade, les matchs de football et ainsi de suite. Mais pour le reste, naturellement, ce parking doit pouvoir être mis à la disposition des grands exposants qui utilisent le parking des Expositions. Et donc le salon de l'auto, le salon de l'alimentation et ainsi de suite. Et donc les éventuels bénéfices d'un tel parking iraient au privé ou au public? Je crois qu'il faudra voir comment on fait cela, mais je crois qu'on doit faire une distinction nette entre un stade et exploitation du stade,
2, parking, exploitation du parking, parce que le parking ne servira pas qu'au stade uniquement, mais à l'ensemble des infrastructures du ASL. Et donc, pour revenir à ma première question, une estimation chiffrée des aménagements, du coût des aménagements du stade? Nous avons des estimations qui ont été faites par rapport à l'ensemble du projet NEO, parce qu'il faut voir le stade aussi dans l'ensemble du projet NEO. Et là, région et ville de Bruxelles ont mis maintenant une cagnotte de 150 000 millions d'euros qui doivent permettre le réaménagement de l'ensemble du site. Pas uniquement du stade? Ben non, voilà. Alors, on annonce un accord pour le gouvernement fédéral, la coalition suédoise, comme on l'appelle, dans les prochains jours, la semaine prochaine. On parle de la semaine prochaine. Votre parti est autour de la table. Hein. Vous pouvez nous confirmer qu'on est proche d'un accord? Oui. Vous avez une date? Oui, non, je n'ai pas de date. D'ailleurs, je crois que les négociateurs n'ont pas de date non plus. Hein, mais on est proche d'un accord. Je crois que maintenant, on est en dernière ligne droite. Il y a eu encore quelques petites frictions, surtout du côté néerlandophone. Elles sont apaisées? Elles sont apaisées. Je crois que la fatigue s'installe aussi un peu au niveau des négociateurs. Elles sont apaisées et maintenant, je crois qu'on est en dernière ligne droite. Et dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, je crois que ces partenaires doivent pouvoir annoncer un gouvernement fédéral dont on a besoin. Hein. C'est Bart de Wever qui a un peu dicté l'agenda, qui a pressé les choses parce qu'il doit partir à Shanghai le 10 octobre prochain? Non, pas nécessairement. Je crois que c'est plutôt la volonté de tout un chacun autour de la table de se dire, voilà, au niveau budgétaire, je crois que le tout est clair, que l'ensemble des partenaires voient clair dans la situation, que les mesures qui doivent être prises ont été développées et forment un ensemble très correct pour lequel tous les partis doivent pouvoir donner leur accord. Et donc maintenant, c'est le moment de régler les affaires personnelles et de mettre l'atterrissage en route. Vous êtes d'accord avec votre ministre-président, Rudy Verwoerd, qui dit qu'un gouvernement avec la NVA, c'est aventureux? C'est neuf, hein. C'est du jamais vu, c'est vrai. Hein. Ça pourrait être avant tout, on verra bien. Je présume que mon ministre-président a un peu plus de doutes que moi. Moi, je suis ça maintenant de très près. Et j'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. J'ai confiance dans les Suédois. Un petit scoop pour finir, Guy Van Engel, ce sera 2 femmes Open VLD dans le prochain gouvernement fédéral, Gwendoline Rutten et Maggie De Blok? Je crois plutôt que ce sera une femme et un homme. Merci beaucoup, Guy Van Engel, d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, les 2 invités des experts, ce sera Françoise Skepmans et Francis Delperret. Bel après-midi.